Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Qu'on porte la vie ou qu'on la soutienne, être parent c'est avant tout accueillir. Dans cet épisode, nous avons reçu Marie, accompagnée en maison de naissance pour ses 2 enfants. Elle nous partage son parcours singulier. Pour son premier enfant, elle était coparent, et pour le second, elle a vécu la grossesse dans son propre corps. 2 naissances, 2 rôles, mais un point commun essentiel, être un parent suivi en maison de naissance. Ce parallèle entre porter un enfant et accompagner la personne qui le porte ouvre une belle réflexion sur les rôles, la place de chacun et chacune, et ce que cela change ou non dans le lien, l'attachement et la façon de vivre la naissance. La maison de naissance apparaît ici comme un cadre bienveillant, où la confiance, l'écoute et la continuité du suivi permettent aux parents, qu'ils portent ou non le bébé, de vivre pleinement la transformation qu'amène l'arrivée d'un enfant. Aujourd'hui, Marie nous raconte son histoire. Pour prolonger ce récit, on vous invite à écouter l'épisode 60, dans lequel Jim, le compagnon de Marie, partage sa propre expérience. Bonjour Marie. Bonjour Capucine. Bonjour Marie et bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie. On est ravis d'avoir pu organiser cette interview parce que c'est une invitation un peu particulière. On a découvert ton histoire lors d'une autre interview et ça nous a plutôt interpellés et titillé notre curiosité. Mais avant d'en dire plus et pour rompre le mystère, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans, j'habite dans le Nord-Isère. Je fais un métier derrière mon bureau, derrière un ordinateur. Je dimensionne et je chiffre des solutions de traitement d'eau industrielle. Et donc, ma petite famille est composée de Jim, mon conjoint, et 2 garçons, un grand garçon de 5 ans et un petit garçon de 2 mois. Et tu es donc la compagne de Jim, notre invité de l'épisode précédent, donc le numéro 60. Et pour celles et ceux qui auront écouté son épisode, vous l'aurez compris, Marie a vécu 2 naissances en maison de naissance, mais avec la particularité d'avoir expérimenté 2 places différentes au sein de l'accouchement. La première fois, tu étais donc en couple avec une femme, et tu as vécu l'accouchement en tant que parent accompagnant, apportant du coup ton soutien tout au long du processus, grossesse, accouchement et postpartum. Et cette fois-ci avec Jim, c'est toi qui as donné naissance, qui plus est, au sein de la même maison de naissance. On a trouvé ça assez fascinant d'explorer ces 2 expériences à travers une même personne, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'inviter des papas. Ces 2 rôles sont très différents et en même temps profondément complémentaires. C'est pour ça qu'on fait aussi couple. On aimerait donc que tu nous partages ton ressenti sur ces 2 places, chacune essentielle à leur manière. Mais avant de parler de tes aventures d'accouchement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, je dirais que c'est un lieu qui est rattaché à un hôpital où on peut accoucher de manière physiologique avec sa sage-femme. Et est-ce que tu peux nous préciser, nous rappeler même, dans quelle maison de naissance tu as donné naissance ? À Femme, donc Premières Heures au Monde à Bourgoin. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de tes expériences et parler de tes 2 suivis avec Julie. Alors, on va remonter dans le temps et on voudrait savoir, donc avant ton premier accouchement, comment t'as connu les maisons de naissance ? Est-ce que c'était de ta femme qui, étant enceinte, avait fait des recherches particulières et t'en a parlé ? Ou est-ce que tu connaissais déjà peut-être ça ? Vous avez découvert ça ensemble ? Comment ça s'est passé en fait cette découverte ? Il me semble que c'est moi qui avais fait des recherches sur Internet sur, à l'époque, je crois, les accouchements dans l'eau. Ok. Et du coup, j'avais vu que c'était possible en maison de naissance. Et il se trouve qu'on habitait dans la ville juste à côté de la maison de naissance femme. Et donc, ça tombait bien. Donc, on s'est dit que ça pouvait être un chouette endroit pour l'accouchement. D'accord. On sait que il y a aussi certaines maternités qui proposent l'accouchement dans l'eau. Est-ce que
quand tu as fait cette recherche, il y a aussi, l'aspect, physiologique qui t'a plu ou peut-être l'accompagnement global? Ou est-ce que vous êtes allés, directement rencontrer les sages-femmes et c'est là que vous avez découvert un peu plus, au-delà de l'accouchement, possible dans l'eau, tout ce qui était inclus, on va dire, dans le pack, maison de naissance? On s'était renseigné un peu en regardant le site internet, mais je pense qu'on a vraiment découvert lors du premier rendez-vous avec les sages-femmes. D'accord. Et quand vous avez fait, cette petite exploration via le site internet, vous étiez fait quoi comme image, de la maison de naissance avant d'y aller? Ça correspondait à peu près à ce que vous avez vu le jour où vous y êtes allés ou? Ouais, ça correspondait bien. Déjà, il y a des photos sur les sites internet, donc ça aide à se projeter et à voir dans quel lieu on va atterrir. Et ensuite, c'est quand même assez bien décrit et assez bien documenté sur internet pour qu'on n'arrive pas dans l'inconnu quand on arrive pour visiter ou pour un premier rendez-vous. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier rendez-vous qui a été, ta découverte donc, de la maison de naissance, femme? Eh ben, des souvenirs que j'en ai, c'était assez particulier. On avait un peu l'impression de passer un entretien parce on a compris très rapidement qu'il y avait plus de demandes que de couples qui étaient acceptés en maison de naissance. Ouais. Et ça, on n'en avait pas forcément connaissance via le site internet. Et donc, on avait un peu l'impression de passer la sélection de qu'est-ce qui vous motive à accoucher en maison de naissance et tout ça. Mais on s'était pas trop préparé pour ça, donc c'était c'était un peu étrange. Mais après, au final, on est ressortis motivés et en se disant ça allait certainement être compliqué si jamais le dossier entre guillemets était pas retenu pour l'accouchement à la maison de naissance. Ouais, vous aviez été séduite, par, ce qui vous était proposé à ce moment-là? Oui. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez su, que vous étiez, sélectionnée du coup? Que vous aviez votre place là-bas? Ça a été rapide ou? Non, de mémoire, c'était pas rapide. C'était après le premier trimestre de grossesse. Ah ouais. Et on avait été rapidement pour le premier rendez-vous. Donc, de mémoire, il s'était passé un peu de temps avant qu'on sache si on était retenu ou pas. C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Mais je me souviens pas de la façon dont on l'a appris, en fait. Oui, non, je me doute. C'était savoir, pour que les gens puissent se faire une idée aussi. Justement, en effet, c'est souvent le cas dans les maisons de naissance des grosses villes. En tout cas, Bourgoin-Jallieu étant proche Lyon, on sait qu'il y a beaucoup de demandes. Et c'est vrai que c'est pas la seule où il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. C'est pour que les gens puissent ne pas s'inquiéter si jamais ils sont en attente, tu vois, de réponse, de se dire que c'est peut-être ok qu'ils sont pas sans réponse parce qu'on leur répondra jamais ou que ils sont dans une espèce de stress. Potentiellement, ils vont recevoir une réponse positive prochainement, quoi. En tout cas, vous avez été retenus et ça, c'est chouette. Vous avez passé la première sélection. Et après, comment ça s'est passé pour vous, les visites mensuelles? Il y a donc les consultations qui sont vraiment de l'ordre du suivi médical. Et puis après, se rajoutent les séances de préparation à la naissance. Toi, à ce moment-là, tu étais accompagnante, mais peut-être que tu peux nous parler justement un peu de tes 2 suivis et nous faire un parallèle de comment tu l'as vécu en tant qu'accompagnante. Est-ce que tu as été présente à toutes les consultes, à toutes les prépas et qu'est-ce qui t'avait marqué à ce moment-là? Et puis peut-être comment ça s'est passé quand tu as été toi-même enceinte? Comment tu l'as vécu, tout ce chemin de grossesse? Alors pour la première grossesse, c'était un peu la découverte totale de comment se passe un accouchement et tout ça, parce qu'on a une idée un peu floue et on a un peu le cliché de ce qui se passe dans les films. Ouais, c'est vrai. Euh, et donc on découvre un peu tout ça. Moi, j'avais la chance, entre guillemets, d'être au chômage à ce moment-là, donc j'avais pu faire tous les rendez-vous et consultations et préparation à la naissance à la maison de naissance. OK. À ce moment-là, ouais, je pense que c'est vraiment une découverte et on se dit ouh là là, ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner. Et du coup, la deuxième fois, on arrive plus sereinement. Mais en même temps, du coup, moi, j'étais très sereine. Et du coup, mon conjoint, Jim, pour lequel c'était son premier accouchement, lui, il était moins serein. Il le vivait un peu plus comme moi la première fois. Il y avait beaucoup de choses à emmagasiner. Eh oui. Mais voilà, j'étais vraiment plus sereine pour le deuxième accouchement. Et j'ai été aussi accompagnée à tous les rendez-vous
OK, et du coup, tu dis que tu es arrivée plus sereine, ce qui peut se comprendre, mais le fait que tu avais eu déjà tout un parcours de suivi à la maison de naissance, est-ce que tu avais, peut-être des attentes ou des appréhensions ou des choses qui te restaient, et qui te sont revenues au moment de ton deuxième suivi? Peut-être des choses que tu avais envie, tu vois, de revivre ou de réentendre ou au contraire des choses, qui t'avaient un peu laissé, en questionnement, tu vois? En fait, sur le premier accouchement, on était suivis par un binôme de sages-femmes et entre-temps, il y a eu un switch, dans le binôme et le binôme est devenu un trinôme, ce qui fait qu'entre le premier suivi et le deuxième suivi, il y avait une seule sage-femme en commun. OK. C'est pas que c'était un problème ou quelque chose, mais je pense que chaque sage-femme a sa façon d'appréhender la chose et d'expliquer les choses pour notamment pour les préparations à l'accouchement et à la naissance. Et du coup, en fait, on voit aussi les choses différemment sur un deuxième suivi. On les appréhende autrement parce qu'on a déjà des bases, mais au final, quand même, il y a quasi 5 ans entre les deux, donc on en a oublié une bonne partie. Oui. Et puis après, chaque grossesse est différente aussi. On n'appréhende pas les choses de la même façon. Je ressentais plus de choses sur le deuxième suivi puisque c'était moi qui étais enceinte. Mmh. Donc c'est aussi un suivi qui est différent. Oui, très probablement, c'est normal, hein, comme tu dis, là, cette fois, tu le vivais en toi, donc tu avais un autre regard. Mais puis, en plus, tu avais été, malgré tout, très impliquée, vu que tu nous as dit que tu avais pu être présente à toutes les consultes, à toutes les préparations à la naissance. Est-ce que, du coup, ça a influencé, malgré tout, ta façon de vivre ta grossesse? Le fait d'avoir, eu déjà tout ça, est-ce que, quand tu te rendais au rendez-vous quand tu étais justement face à ces sages-femmes, tu penses que ça a eu un impact ou est-ce que finalement tu avais un peu l'impression d'être, vierge du fait que c'était la première fois que tu étais enceinte? C'était un peu des 2, ça dépendait des sujets. Il y a des fois où je me disais: «Bah, là, j'y vais super sereinement parce que je sais comment ça va se passer». OK. Et il y a les fois où c'était différent et je me disais: «Ah bah, en fait, il y a quand même un peu une part d'inconnu et là, du coup, je sais pas trop». Mmh. Donc c'était un peu sur les 2 tableaux, en fonction, des sujets, de quand ça se passait bien ou quand ça se passait moins bien. Et je pense que c'était ça pour du coup, les rendez-vous avant, la préparation. Et c'est aussi ça pour l'après, enfin, au final, l'accouchement, ce qui se passe, après avec le bébé, l'allaitement et tout ça. Mmh. C'est juste comme tu disais, de toute façon, chaque situation est unique, hein, donc c'est difficile, mais on peut quand même, se dire, voilà, qu'il y a des choses, communes, en tout cas dans le processus de suivi et dans les séances de préparation, donc c'est pour ça, qu'on se demande ça et en termes de ressenti, peut-être à des niveaux, plus émotionnels, comment tu décrirais les principales différences que tu as perçues entre ces 2 rôles, du coup, d'accompagnante et de parturiente? Je pense que même si on se prépare, super bien, et qu'on connaît toutes les étapes et tout ça, sur l'accouchement et que du coup on a toute la théorie en tant qu'accompagnant, on peut pas imaginer, ce que ressent l'autre Mmh. et ça on l'a vraiment que quand on vit le truc de l'intérieur, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses justement que là, que tu le vivais de l'intérieur, dans le cadre de ta deuxième grossesse, ça t'a permis de mieux comprendre ce que Jim traversait en t'accompagnant? Alors oui et non. Jim, il a un ressenti, qui a mis plusieurs jours à passer après l'accouchement. C'était pour lui hyper difficile de me voir souffrir Mmh. et du coup, c'est ce qu'il dit aussi, quand il parle de l'accouchement à des couples qui arrivent à la maison de naissance et qui vont accoucher. Il dit toujours aux papas ou aux coparents, «Ah bah, préparez-vous à ça parce que moi, c'est super, enfin, je l'ai vécu difficilement et c'est super dur». Moi, j'avais pas forcément eu ce ressenti-là. Bon, c'est pas plaisant, hein, de voir, son ou sa partenaire souffrir, mais je trouve que ça donne justement envie d'aider et Mmh. et ouais, je l'ai pas vécu de la même façon, là-dessus. Ça peut tout à fait, s'entendre, hein. C'est vrai que c'est une situation, très particulière, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais eu, l'opportunité de voir, quelqu'un accoucher, mais j'imagine que ça doit être ébranlant, quand c'est quelqu'un, particulièrement qu'on aime en plus. C'est encore autre chose qu'un rôle de sage-femme. Est-ce que pendant la grossesse, même si, là donc tu viens de nous parler vraiment de l'accouchement, est-ce que pendant la grossesse,
il a pu avoir, des questions, vous avez pu avoir des discussions sur, justement le rôle d'accompagnant et le fait que tu aies eu cette première expérience. Tu as pu lui transmettre quelques clés ou quelque chose qui toi t'avait, aidé ou tu sais que tu avais tiré de ton expérience et qui ont peut-être, été, des sujets entre vous, qui l'ont amené à mieux comprendre certaines choses ou à mieux peut-être, créer quelque chose entre vous, en tout cas, qui vous lie et qui vous permet de vraiment avancer ensemble, tu vois, dans cette compréhension, du parcours de grossesse? Alors, je dirais que déjà le fait d'être 2 à tous les rendez-vous, ça pour moi c'était quelque chose qui était important et c'était aussi important pour lui donc c'était chouette. Mmh. Mais pour moi, c'était important de pas forcément y aller toute seule. Alors surtout pour les préparations, en vrai, les consultations, je trouve, enfin, c'est personnel, mais je trouve que c'est moins, Mmh. on a moins besoin d'être accompagné. Et après, pour la première grossesse, on avait fait de l'aptonomie et du coup, c'est quelque chose qu'on a renouvelé. Là, moi, j'avais trouvé que c'était quelque chose qui m'avait permis justement d'avoir un lien avec l'enfant avant la naissance. Et je trouvais ça important que Jim puisse aussi ressentir ça, lui, en tant que du coup papa, pour cette grossesse-là. Mmh. Il nous en a parlé et il a beaucoup aimé, pour la parenthèse, hein. Je pense que tu le sais très bien, hein, mais pour les personnes qui nous écoutent, je me permets aussi de préciser ça parce que moi, ça m'a touchée quand il a dit: «J'ai envie que cette personne avec qui vous avez fait l'autonomie fasse partie de la vie de mon enfant». Tellement ça a été, quelque chose de fort pour lui, en fait. C'est rare d'entendre ce genre de phrase, donc je me permets de le souligner. Donc vous devez avoir, quelqu'un, qui fait un sacré bon accompagnement à ce niveau-là, c'est chouette. Est-ce que quand, tu as vécu, le premier accouchement et donc du coup, tu as eu un rôle plutôt de soutien, est-ce que tu te sentais, préparée à accompagner, ta femme, pour son accouchement une fois que vous arriviez, proche du terme? Ouais, j'étais plutôt sereine là-dessus. Enfin, je suis pas arrivée paniquée ou stressée plus que ça. Je pense que j'avais les informations dont j'avais besoin et qui m'ont aidé ce jour-là à l'aider pour l'accouchement. Trop chouette. Et pour la deuxième expérience, est-ce que tu te sentais prête à y aller? Bah, il est resté 4 jours après terme, alors oui, j'étais prête. Il était plus que temps. Ouais, en même temps, j'étais prête et en même temps, il y a ce côté, ressenti où on va dans l'inconnu et où du coup, il y a une part qui dit: «Ben, je sais pas vraiment comment ça va se passer, quoi». Ouais, Ouais, ça, c'est c'est sûr. vrai. On s'est posé la question, on aurait aimé que tu nous racontes tes 2 accouchements, mais on a une interview qui risque de durer très très longtemps. Et du coup, on a trouvé ça plus sympathique d'envisager que tu nous racontes le point de vue miroir de celui de Jim. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, après ces 4 longues journées, ce deuxième accouchement? Alors, par où je démarre? Dans le suivi, dans les maisons de naissance, donc on a des rendez-vous, réguliers quand on dépasse le terme. Donc 2 jours avant la naissance, on est allés pour un rendez-vous du coup à J+2 où la sage-femme m'a proposé un décollement des membranes, ce que j'ai accepté et à partir de là, j'ai eu des contractions, pas très régulière et pas super rapprochée non plus, mais non-stop, ce qui fait que j'ai pas vraiment dormi dans la nuit et où du coup le lendemain, j'ai quand même dit à la sage-femme: «Bon, j'ai des contractions, ça s'arrête pas, qu'est-ce que t'en penses?» Même si on n'était pas sur le rythme souhaité et ni la fréquence souhaitée pour pouvoir partir à la maison de naissance. Et au niveau intensité, c'était comment? Niveau intensité, ça montait, mais on n'était pas encore au taquet, quoi. Ouais. Du coup, la sage-femme m'a conseillé de prendre un bain et de prendre des spaces-fonds pour voir si ça se calmait ou si pas du tout. Il s'est avéré que pas du tout. Heu, du coup, là, elle m'a dit: «Bon, je suis à la maison de naissance, donc on se donne 1 heure de rendez-vous et puis, comme ça, on voit où est-ce qu'on en est et voilà» et donc elle nous a donné rendez-vous à la maison de naissance à 16h. Donc on est allés à la maison de naissance. On habite, pour la petite histoire, à, je sais pas, entre 5 et 10 minutes de la maison de naissance. Mmh. J'ai trouvé que le trajet était interminable parce que les contractions en voiture, c'est juste horrible de pas pouvoir choisir sa position, j'ai trouvé. Donc je me suis dit que les gens qui venaient de loin étaient très courageux. T'étais assise?
Oui, j'étais assise, ouais. Oui, j'étais assise avec la ceinture de sécurité et tout, vraiment le plus inconfortable. Oui, voilà, parce que j'allais dire, il y en a qui ne prennent pas la peine forcément de se mettre dans cette position-là aussi. Mais... Et du coup, en arrivant à la maison de naissance, on s'est installé un peu du coup dans la chambre. Et puis au final, les contractions ont continué. On a discuté un petit peu avec la sage-femme qui nous a dit vous allez rester là. Hein. Et au bout de 2 heures à peu près, vers 18h, j'ai perdu un peu d'eau, de liquide amniotique. On s'est rendu compte plus tard que j'avais pas complètement percé la poche des os. Et voilà, donc gérer les contractions les unes après les autres sans trop me poser de questions de temps ou je me disais que de toute façon ça allait prendre un peu de temps. Et puis au final, je n'ai pas vraiment de notion du temps pour le raconter vraiment précisément. Et donc au bout d'un moment, la sage-femme m'a proposé de prendre un bain. J'ai dit que j'étais OK, je suis allée dans le bain. J'y étais bien au final, du coup j'y suis restée jusqu'à ce qu'elle me dise c'est trop froid, on va sortir. Et après, c'était bien aussi de changer de position. Et après, la sage-femme me disait de temps en temps que pour que ça avance, il fallait faire jouer la gravité. Ouais. Mais bon, j'avais déjà quasi une nuit blanche dans les pattes, donc par moments, j'écoutais pas trop. Et j'allais m'allonger pour prendre un peu de repos. Qui est légitime. Et après, la sage-femme m'a examinée peut-être 3 fois en tout, sans vraiment me dire où est-ce que j'en étais. Ce qui était important pour moi, c'était plutôt qu'elle me dise que ça avançait et que voilà, il y avait pas de blocage, j'avais pas besoin d'avoir un chiffre. Et je me disais même au final, si elle me donne un chiffre, ça va me déprimer, je veux pas savoir. Mais du coup, ça a aidé à avancer. Et après, j'ai beaucoup, je pense, j'ai l'impression d'avoir beaucoup varié les positions et tout ça. Et à des moments d'avoir eu besoin d'un soutien et d'un contact, et à des moments avoir juste besoin de sentir qu'il y avait une présence et quelqu'un qui était là pour me soutenir, mais pas forcément avoir besoin de quelqu'un qui était dans l'action. Pour la petite histoire, je sais pas si Jim en a parlé, mais on avait aussi dans la pièce par moment une photographe qui était venue pour faire un reportage de l'accouchement. Et donc du coup, on faisait un peu tous une petite équipe, voilà. Et donc au milieu de la nuit, moi, à un moment, je me suis dit, je pense comme beaucoup de femmes, j'y arriverai jamais. Parce que je pense que c'était la fatigue qui parlait et de gérer la douleur en étant fatiguée, c'était vraiment compliqué. Et donc après, alors je me le suis dit très longtemps dans ma tête avant de le verbaliser à Jim, qui est allé le dire aux sages-femmes. Voilà, et là, la sage-femme, en me réexaminant, m'a dit qu'en fait, elle sentait encore du liquide entre le col et la tête du bébé. Ouais. Et donc, elle m'a proposé de percer la poche des os. Et donc, elle m'a dit, je te donne 3 options. Soit t'en peux vraiment plus, t'es vraiment fatiguée et on te transfère. Soit on continue comme ça. Soit je perce la poche des os. Le risque, elle m'a dit, c'est que ça intensifie les contractions et que du coup, ça soit encore un peu plus dur ensuite. Ce à quoi je lui ai répondu, est-ce que je pourrais toujours avoir la péri une fois que tu auras percé la poche? Et donc quand elle m'a dit oui, je lui ai dit on réfléchit pas, tu perces la poche et on essaye de continuer comme ça. Et donc ce qu'elle a fait, et au final j'ai pas trouvé moi que ça avait intensifié la douleur des contractions. Tant mieux. Et puis après, au final, une contraction après une autre, on a avancé. J'ai essayé de me dire, ça va le faire, tu vas y arriver. Par moments, je me disais, je me suis même dit à un moment, la photographe, elle a commencé le reportage, ça serait quand même con qu'elle ait pas la naissance, et si on part à la maternité, elle pourra pas nous suivre, donc... quel allez, bon on tips. continue. On va conseiller à toutes les mamans de faire venir un photographe pour se motiver jusqu'au bout. Donc on faisait un peu équipe tous ensemble, voilà, la sage-femme, Jim, moi et puis la photographe, c'était un peu un travail d'équipe, j'ai trouvé. C'est un travail d'équipe. Ouais. Et donc ensuite la sage-femme m'a reproposé un 2e bain. Donc on peut dire que j'ai rentabilisé la baignoire de la maison de naissance. Il y en a des fois qui disent qu'elles n'ont pas le temps de l'utiliser. Moi j'ai utilisé 2 fois, j'ai compensé, c'est ça. Et du coup le 2e bain, en fait, j'en suis jamais sortie. La sage-femme du coup m'a examinée donc pour la 3e fois en me disant t'es pas loin, t'en as pas pour longtemps.
Et là, j'ai l'impression, alors je sais pas vraiment si c'est réel, hein, mais mon impression, c'est qu'après ça, au moment où elle est ressortie de la pièce, la contraction suivante, c'était vraiment un changement d'intensité et de ressenti. Un changement aussi dans les cris. Et où du coup, là, la sage-femme est revenue en courant dans le couloir, accompagnée de la deuxième sage-femme qui est là pour le moment de la naissance. Et donc là, je lui ai demandé, ça brûle, est-ce que c'est normal? Elle m'a dit oui, oui. Après coup, on se rappelle que oui, on nous l'a dit dans les cours de préparation, mais qu'en fait, sur le moment, on n'y pense plus. Et puis après, pour moi, ça a été très rapide. Au final, je pense que ça n'a pas été si rapide que ça, mais il n'y a pas eu énormément de contractions sur la poussée. Et il est sorti très rapidement. C'était quand même très intense. À un moment, j'ai quand même demandé à la sage-femme combien de temps ou combien de contractions, là, tu penses? Quand elle m'a dit ça se compte sur les doigts de la main, j'ai dit ah, c'est bon, on va pouvoir le faire. Et là, je sais pas si Jim vous l'a raconté, mais ce à quoi il m'a répondu attends, après, faudra quand même sortir le placenta. Oui, il faudra. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc là, j'ai pas été très polie. On dit dans les cours, les cours ou les séances de préparation à la naissance que d'abord il y a une première contraction, il y a la tête qui sort et puis après à la deuxième il y a les épaules qui sortent. Mon premier était sorti tout d'un coup. Donc, je m'étais préparée au fait que ça soit possible. Le deuxième a fait exactement la même chose. Ah oui. Donc, il est sorti tout d'un coup, du coup, dans l'eau, dans la baignoire. Alors que c'était quelque chose, finalement, qui m'avait fait découvrir les maisons de naissance pour mon premier. Mais une fois enceinte, je m'étais dit, ça me parle pas du tout, ce truc de la baignoire, là. Franchement, en fait, accoucher dans l'eau, non, je pense pas. Et puis bon, au final, j'ai été dans la baignoire et j'y suis restée. Et donc après, j'ai récupéré mon bébé en l'eau. Je l'ai pris sur moi, mais j'étais vraiment vautrée dans la baignoire. Donc je me suis relevée du coup avec le bébé sur moi. Là, j'ai senti un moment de flottement dans la pièce où tout le monde s'est demandé si j'allais pas lui remettre ses voies respiratoires dans l'eau. Donc tout le monde était en hyper vigilance autour de moi. Et puis après, je l'ai pris contre moi et j'ai profité. On connaissait pas le sexe. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit « Oh, petit chat !» Du coup, tout le monde a cru que j'avais vu que c'était un garçon. En fait, pas du tout. J'étais à milieu de réfléchir à si c'était un garçon ou si c'était une fille. Et après, c'est Jim qui m'a demandé « Mais t'as regardé ?» Non, pas du tout. Et du coup, là, on l'a découvert ensemble que c'était donc un petit garçon. Et après, rapidement, en fait... on perd un peu de sang, donc la baignoire est un peu rouge. Et puis on se rend vite compte que rapidement on a froid, donc il a fallu sortir de la baignoire et aller sur le lit. Donc on se dit comment je vais sortir de là-dedans, mais au final non, ça l'a fait tranquillement. Et après on allait se poser sur le lit, on a profité tranquillement tous les trois. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que tu nous disais que ta sage-femme, elle t'avait ausculté notamment, et elle était revenue en courant. Est-ce que il s'est passé des choses pour te soutenir? Est-ce qu'elle a eu des gestes, des paroles, des choses qui t'ont aidé à passer des caps, à te guider? Ouais, quand je disais qu'on faisait équipe, c'était vraiment, j'avais l'impression que sans avoir besoin de parler ou de verbaliser les choses, j'étais comprise et où du coup, quand j'en avais besoin, on m'encourageait, quand j'en avais pas besoin, on me laissait tranquille. Ouais, c'était vraiment super chouette à ce moment-là. Et pour ce qui est de Jim, est-ce que tu nous parlerais de ton point de vue, de son accompagnement, comment il t'a soutenu et comment t'as ressenti les choses? Alors lui, pendant toute la grossesse, sa peur, c'était de servir à rien et d'être une plante verte dans un coin. J'avais dit, même si t'es dans un coin et que tu n'es pas actif physiquement, juste la présence, ça sera déjà super, quoi. Ouais. Et après, non, je pense que c'est pareil. Il y a des moments où lui aussi était fatigué et avait besoin de se reposer. Et du coup, c'était les moments où moi, j'avais moins besoin, au moins de contact et que juste sa présence suffisait. Donc, du coup, il se reposait. Je pense que la plupart du temps, on s'est compris sans forcément se parler non plus. S'il y a une fois où je crois que je l'ai viré un petit peu violemment parce que il a dû mettre une main sur moi et à un moment où juste j'avais envie qu'on me foute la paix. Donc je l'ai viré, voilà. Mais après, il a fait aussi beaucoup l'intermédiaire entre moi et les sages-femmes. Je m'en suis pas trop rendu compte.
Je m'en suis rendu compte après, en fait, en reparlant avec lui et avec les sages-femmes, que, en fait, il avait beaucoup échangé sur ce qui se passait et ce que je ressentais et tout ça, à aller leur en parler, leur demander ce qu'elles en pensaient, comment ça avançait. Peut-être pour se rassurer lui aussi un peu. Et puis les sages-femmes lui donnaient aussi plus d'infos qu'elles m'en donnaient à moi. Mais du coup, c'était très bien que ça fasse le filtre entre deux parce qu'en vrai, j'avais pas besoin forcément d'avoir tous les détails. Oui, non, c'est sûr. Moi, je me demandais aussi, tu parlais de faire équipe et t'incluais la photographe dans l'histoire. Est-ce que le fait qu'il y ait ce regard extérieur et entre guillemets inconnu, à moins que ce soit peut-être une amie de votre couple, je sais pas, est-ce que par moment sa présence était du coup, j'ai l'impression aidante, vu que tu parles de faire équipe? Moi, de mon point de vue, je me dirais peut-être que ça peut justement des fois te sortir de la fameuse bulle dont les femmes parlent quand elles sont dans le processus d'accouchement. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur cette présence et ce regard, en plus avec un objectif qui vient faire le reportage d'un moment où justement il y a des moments de très grande intimité? Alors en fait, on en avait parlé du coup avec les sages-femmes avant parce qu'il fallait aussi du coup que les sages-femmes soient d'accord que la photographe soit là. Et il y avait du coup une des sages-femmes du Trinôme qui m'avait dit aucun problème. Après, c'est un peu particulier. La photographe, pour la petite histoire, elle a travaillé à la maison de naissance. Ah oui. Du coup, elle connaît bien la maison de naissance, elle connaissait bien les sages-femmes. Donc les sages-femmes m'ont dit pas de souci. Et il y a une des sages-femmes qui m'a dit le seul truc, c'est que même si elles essayent de se faire le plus discrète possible quand il y a des photographes lors de l'accouchement, il y a quand même le clic du déclencheur. Et ça peut être perturbant. Et effectivement, quand la photographe est arrivée et qu'elle a commencé, j'ai entendu le bruit et dans ma tête, ça m'a fait « Ah oui, elle avait raison ». Mais au final, ça m'a pas plus gênée que ça. Et après, c'est du coup une photographe qui avait déjà fait, avec qui on avait déjà fait une séance photo de famille et 2 séances de grossesse, une avec Jim et une avec Jim et du coup mon premier. Donc elle nous connaissait bien. C'est elle qui nous avait un peu dit j'aimerais bien photographier un accouchement, ça vous dit pas Et moi de mon côté j'avais déjà regardé, donc du coup on s'est un petit peu chauffé mutuellement. Et puis après sur le dernier mois d'astreinte, elle me disait alors quand est-ce que t'accouches? Moi j'ai envie de faire des photos. Du coup c'était un petit peu rigolo. Bon, bah, c'est chouette. Non, mais déjà, du coup, il y avait une connivence entre vous. Oui. Et après, il y a des moments où elle est pas restée avec nous. Elle est arrivée, elle, vers 18h à peu près, il me semble. Elle est restée dans la maison de naissance jusqu'à plusieurs minutes après la naissance pour prendre des photos aussi après. Mais il y a des moments où elle est sortie de la chambre d'accouchement. Et je pense que au final, elle aussi, elle a senti parce qu'il y a des moments où je me suis dit, là, si elle rentre dans la pièce, je lui dis de sortir parce que là, c'est pas le moment. Et au final, ces moments-là, en fait, elle est pas rentrée. Elle a eu un bon feeling. Donc du coup, ouais, il y a eu un bon feeling. Et c'est pareil, les sages-femmes, elles m'avaient dit OK pour une photographe d'accouchement, mais enfin, te mets pas la pression. Et à tout moment, en fait, tu peux te dire que sur le moment, t'en as plus envie et que c'est OK et pour elle comme pour vous, quoi. Si la photographe est OK avec cette idée, oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça rajoute une dimension dont on a peu parlé dans les accouchements jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et du coup, quand t'as accouché, tu nous en as pas spécialement parlé, mais on s'est demandé si l'expérience que t'avais vécue la première fois t'avait aidé d'une certaine manière à passer par exemple certaines étapes ou certains moments, parce que tu te remémorais cette première fois où il s'était passé des longueurs par exemple, ou des phases difficiles, ou au contraire, est-ce que justement une première expérience a pu être un frein, ou alors générer des projections, des comparaisons, ou même te détacher de ce que tu faisais en pensant par exemple à ce que Jim pouvait vivre. Enfin voilà, est-ce que ce parallèle a pu t'aider, ou au contraire mettre des freins à certains moments? Je pense que ça m'a aidé à me dire que ça pouvait être long et du coup à me dire juste voilà, ça prend son temps mais ça va le faire et de toute façon ça finira par arriver. Mais après, faire des parallèles sur le moment, non, je pense que j'étais vraiment complètement déconnectée et j'y ai pas pensé du tout. Tant mieux.
Oui, tant mieux. Je me demandais, ouais, pareil. Moi, j'aurais pensé que potentiellement ça pouvait générer des pensées parasites, en fait, dans les moments particulièrement de latence. Mais tant mieux si ça n'a pas été le cas. Et du coup, on se demandait par rapport, donc tout à l'heure, tu parlais d'expériences nouvelles que tu connaissais pas, là, du fait de partir sur l'accouchement, autant le reste, t'avais pu le vivre plus sereinement par rapport à la première grossesse, autant l'accouchement, bah, c'était la première fois que t'allais le vivre dans tes tripes. Et du coup, on se demandait comment t'avais perçu la douleur et l'intensité de l'accouchement la première fois de l'extérieur. Et si tu peux peut-être nous parler comment t'as perçu finalement cette douleur, cette expérience la deuxième fois, cette fois où tu l'as vécu dans ton propre corps. En fait, je pense la première fois, on se rend compte que c'est intense et tout ça. De toute façon, ça se voit. Mais je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer quel type de ressenti et comment est la douleur, en fait. Je saurais même pas, maintenant que je l'ai ressenti, la décrire pour que quelqu'un puisse se l'imaginer. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, mais on sait que c'est intense. Mais je pense qu'en fait, on n'imagine pas non plus quel type de douleur et qu'est-ce que ressent la femme qui est en train d'accoucher. En plus, j'imagine que d'un accouchement à l'autre, c'est pas les mêmes perceptions non plus. Du coup, c'est tout un truc. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de vos tempéraments différents à Jim et à toi en tant qu'accompagnant, et vous l'avez pas forcément vécu de la même manière. On voulait se demander si tu avais ressenti, pour le coup, pendant l'accouchement, enfin, après coup, je veux dire, mais de ce qui se passait pendant l'accouchement. Est-ce que tu avais ressenti des similitudes ou au contraire des différences dans la manière dont on peut soutenir quelqu'un qui accouche? Ouais, je pense que c'était très différent parce que, en fait, moi, j'ai eu pendant le deuxième accouchement besoin de soutien, mais plus juste de la présence et des paroles, alors que pendant le premier accouchement, c'était plus un soutien physique. Surtout sur la fin, je pense. Besoin de tracter ou de pousser Et j'avais dit à Jim d'ailleurs, prépare-toi parce que moi pour le premier accouchement, j'ai eu des courbatures pendant pendant un moment. Donc c'est pas juste la femme qui accouche qui fait un effort physique, c'est les deux. Bon, je pense que après il vous l'a peut-être raconté, mais à un moment, j'ai eu une contraction qui est arrivée, j'avais pas du tout préparé, j'ai attrapé le premier truc que j'avais sous la main pour tirer dessus et c'était pas la liane qui était prévue pour, c'était ses bras, donc il a cru que j'allais lui arracher les bras. Donc par moment, j'ai eu besoin aussi de lui, plus dans l'effort physique, mais j'ai l'impression plus dans la première partie de l'accouchement, puis après dans la baignoire, c'était différent. Je jouais plus sur les positions que sur l'attraction et du coup, c'était pas pareil. Ouais. De ce que vous nous avez partagé tous les deux, il y a eu ce dépassement de terme qui a été rudement éprouvé. Est-ce que toi qui as vécu cette position à un moment donné d'accompagnante, est-ce que tu saurais partager des conseils pour les coparents, pour les aider à soutenir leurs femmes qui dépassent le terme notamment, puisque c'est quelque chose d'assez particulier et j'imagine que le fait de pas le vivre dans son corps, c'est différent comme tu disais, enfin voilà, c'est une autre dimension et le fait que toi t'étais aussi proche d'une femme qui allait accoucher, est-ce que t'as idée de comment on pourrait aider, sachant encore une fois que chaque personne est différente et que ce que tu as proposé n'ira pas forcément à toutes les femmes, mais en tout cas, est-ce que tu aurais des petites clés? En fait, en le racontant, on dit toujours, «Oh, il a traîné, il est né 4 jours après terme», mais au final, j'ai pas l'impression de l'avoir mal vécu et du coup d'avoir eu besoin d'un soutien particulier. Au final, on est allé à un rendez-vous le jour du terme à la maison de naissance. Oui. Le seul truc entre guillemets qui m'inquiétait, c'est d'accoucher à l'hôpital parce que c'était trop tard pour accoucher à la maison de naissance et du coup d'avoir un déclenchement. Mais après, quand on est allé au rendez-vous le jour du terme, la sage-femme m'a dit pour moi, tout est OK, on a encore le temps, il y a beaucoup de femmes qui dépassent le terme, c'est pas normal. Enfin, laisse-toi encore le temps, il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit, on pourrait faire un décollement des membranes aujourd'hui, si tu as envie, mais moi, j'attendrai dimanche pour le faire. Voilà. Et du coup, je lui ai dit non, bah, pour moi, c'est OK. On laisse comme ça et on verra au prochain rendez-vous à la maison de naissance, donc le dimanche, 2 jours plus tard. Et du coup, là, par contre, j'ai dit à la sage-femme, bon, bah là, oui, on le fait aujourd'hui, le dimanche. Et vu que après j'ai pas arrêté d'avoir des contractions, ça m'a pas plus inquiétée que ça. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin d'un soutien particulier. Ouais. Ouais, c'est ça. L'accouchement, en fait, il a commencé à J+2. Oui.
Donc en fait, oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est qu'il est né parce que l'accouchement a été long, donc il est né à Oui. J+4. Mais vous avez pas attendu 4 jours de toute évidence. Oui. C'est ça, oui. Ça s'est pas lancé non plus le Oui. 4e jour. Oui. Oui, j'imagine que ça génère moins d'angoisse que quand t'attends 4 jours et que c'est la limite sur la plupart des maisons de naissance, c'est 4 jours. Et du coup, à l'inverse, tu nous as partagé que pour ton premier, il était né en avance. Il était né 3 semaines en avance. Et donc, on se demandait déjà comment tu l'avais vécu, parce que c'est une toute autre expérience que d'attendre plusieurs jours qu'il arrive. Et peut-être tu pourrais nous partager des conseils aux coparents pour peut-être pallier à certaines choses auxquelles tu as fait face prise par surprise. Alors moi, je suis un peu de nature stressée et organisée, donc même s'il arrivait 3 semaines avant, tout était prêt, la valise et tout, c'était bouclé à 37 semaines, pour être sûr. Donc là-dessus, j'ai pas trop été pris de court. Par contre, pour la petite anecdote, mon premier, il est de début janvier. Du coup, on avait eu la famille à la maison pour les fêtes et tout. Et sauf que la famille était pas venue tout seule, elle était aussi venue avec le virus de la gastro. J'ai eu la gastro moi aussi. Et donc, il y a un jour où j'ai passé une journée vraiment horrible, j'ai dû vomir la moitié de la journée. Et le soir, je me couche et mon ex-compagne, elle me dit « T'inquiète, je vais pas accoucher là. J'ai tout bloqué, c'est bon, j'ai donné aucun signal pour accoucher maintenant, tout va bien. » Et elle me réveille 2 heures plus tard, j'ai perdu les os. Je dis « Ah bah, ça avait bien marché, dis donc, ton blocage. » Elle avait serré trop fort les fesses, ça a personne à faire. Et pour le coup, là, la poche des os était rompue et aucune contraction. Donc, au final, on s'est rendormi jusqu'au lendemain matin. Et c'est le lendemain matin qu'on avait contacté les sages-femmes. Comme tout était prêt à l'avance, il n'y avait pas de stress particulier non plus à ce qu'il arrive 3 semaines en avance. Ouais. Alors, je comprends, mais tant mieux si de votre côté, il y avait pas de stress. Mais si on se rappelle au début de l'interview, tu as dit qu'en effet, en maison de naissance, il y avait beaucoup de demandes. Et donc là, vu qu'il arrive à 3 semaines avant, c'est un peu impromptu. Est-ce qu'il y avait une chambre de libre à ce moment-là ou est-ce que vous vous êtes retrouvés à un peu surprendre aussi les sages-femmes finalement? Alors, je sais pas si on a surpris les sages-femmes, on n'en a jamais trop parlé avec elles en fait. Mais oui, il y avait une chambre de dispo à ce moment-là. OK. Parce qu'on a déjà entendu des anecdotes où des fois, ils se retrouvent à 2, 3 en même temps. Il faut décaler un peu de chambre à chambre selon les besoins des uns et des autres. Donc je me suis demandé si ça avait été OK pour vous, quoi. Donc pour résumer, le tips, c'est d'avoir fait sa valise avant 37 semaines, c'est ça? Et après, du coup, quoi qu'il se passe, tout va bien. Alors, je dis ça, mais en fait, je crois que pour le 2e, en fait, elle était pas prête à 37. Mais après, pour le 2e, moi, j'ai décalé 2 semaines de congé prénatal en congé postnatal. Du coup, j'ai travaillé jusqu'à 37 semaines. D'accord. Ah oui. Et du coup, en fait, quand j'ai demandé à décaler, donc il faut un certificat médical, du coup, je l'ai demandé à la sage-femme et qui m'a dit, par contre, du coup, si tu déconnectes plus tard, tu prends le risque d'accoucher plus tard. Bon, elle avait raison. Son expérience a parlé là pour le coup. Ça va, vous avez accouché dans les temps. Elle m'avait dit, t'accoucheras pas à 37 semaines. Du coup, dans ma tête, j'allais pas accoucher à 37 semaines et du coup, la valise n'était pas prête non plus. À quel point on a confiance en les sages-femmes pour se dire que elles savent même quand ça va arriver. Et du coup, tu vis donc un 2e postpartum, mais cette fois-ci d'un autre point de vue. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as traversé le postpartum dans ces 2 expériences? Pour commencer peut-être lors du premier postpartum en tant que coparent, comment est-ce que tu as trouvé ta place notamment? Alors, le premier postpartum, j'ai essayé d'aider au maximum, de gérer au maximum l'orga de la maison et tout ça, les trucs que quand on vient d'accoucher, on n'a pas envie de penser à ça. Préparer les repas, le ménage et tout ça. Après, pour mon premier, en fait, il dormait pas beaucoup. Enfin, il se réveillait beaucoup la nuit et il tétait beaucoup. Mais ce qui fait que, du coup, il voulait pas dormir dans son lit. Il avait besoin de proximité. Mais en même temps, il fallait pas qu'il dorme trop à proximité du lait, sinon il dormait pas. Donc, il dormait beaucoup sur moi.
Et du coup, je pense que j'ai aidé là-dessus aussi, à le faire dormir et à donner un peu de repos du coup à mon ex-compagne. Et après, c'était un peu particulier, c'était début 2020, donc on a vite été confinés et du coup, Ah oui, c'est vrai. on était tous ensemble à la maison. Il n'y avait pas trop de visites ou de trucs comme ça à gérer. Et puis après, moi, ma famille est loin. Donc, quand ils viennent, c'est prévu à l'avance et tout ça. Donc, il y a pas trop de visites impromptues, pas prévues, qu'on n'aurait pas voulu avoir. Et après, pour le deuxième, j'ai pas eu de grosses baisses de morale ou de trucs comme ça. Après, jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais pas retouché une casserole depuis que j'avais accouché. Donc, la préparation des repas et tout ça, c'était bien délégué. Et puis au début, les visites, c'était un peu comme je le sentais. Et quand les gens venaient, on me disait, bah, ok, tu peux venir, mais tu ramènes un repas. Du coup, c'était pratique, ça aidait à la gestion. Et après, ce que je trouve le plus difficile, entre guillemets, c'est d'être moins en forme physiquement qu'à la fin de la grossesse. Enfin, j'ai vécu ma grossesse sereinement, j'ai pu faire du sport jusqu'au bout et tout ça. Et du coup, là, bah, c'était difficile un peu pour moi, ça, d'arrêter. Et même les premiers jours de juste rester dans un lit en pyjama, parce qu'on peut pas faire grand-chose d'autre. Mais après, j'ai toujours eu le moral bon, été bien entourée et tout ça. Donc, il y a des fois où je me retrouve avec d'autres mamans en postpartum et où je me dis, mais est-ce que je suis pas à ma place ou est-ce que je vis pas la même chose? Et étant donné qu'on est en décalage, parce que, enfin, j'ai jamais eu depuis l'accouchement, et je m'estime du coup hyper chanceuse, de pensées négatives ou autres, que ce soit envers Jim, envers mon bébé, envers peu importe quoi. Attends, Tant ouais. mieux. Et du coup, maintenant que tu le vis dans ton corps, est-ce que là aussi, t'as des choses que tu comprends mieux de ce que ta femme avait pu vivre quand t'étais à ses côtés ou finalement c'est tellement autre chose que c'est pas comparable ou tu avais suffisamment de compréhension et d'empathie à l'époque pour ne pas être tant surprise par ce que tu vis? J'ai pas de souvenir non plus que mon ex-compagne ait eu des pensées négatives. Après, des ressentis d'émotions plus forts, oui. Des moments où le bébé pleure et tu sais pas quoi faire et au final tu finis par pleurer avec lui. Mais ça, du coup, je savais que ça pouvait arriver et que potentiellement ça allait m'arriver. Et donc, j'étais plutôt bien préparée à si ça avait été le cas, quoi. Et pour ce qui est de l'allaitement, tu nous as partagé, pareil, quand on a eu l'occasion d'échanger avant l'interview, que tes 2 enfants avaient été allaités. Et on aurait aimé que tu nous parles un peu de ces 2 processus, à la fois en tant qu'accompagnante et en tant que mère allaitante. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as pu aider ta compagne à l'époque, notamment dans cette expérience? Alors tu disais que tu dormais pour pour soulager quelques tétés et ça c'est, j'avoue, un bon plan. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors, il y a eu surtout cette partie-là sur du coup le sommeil. Après, l'allaitement de mon premier s'était super bien passé. Il n'y a jamais eu de soucis, n'importe quoi qu'on peut entendre de soucis d'allaitement. Du coup, c'était un peu mon angoisse pour le deuxième quand on me demandait qu'est-ce qui te fait peur. Je disais bah l'allaitement en vrai, de l'expérience que j'en ai, ça se passe toujours bien, mais du coup je me dis que s'il y a un truc qui se passe un peu moins bien, ben je sais pas trop comment réagir et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais du coup j'ai pas forcément de tips ou de trucs de soutien parce que ça s'était super bien passé avec mon premier et voilà. Et c'était pas une question que je me posais de est-ce que, comme je nourris pas mon enfant, ce qu'on entend souvent, je vais pas trouver ma place et tout ça. Je me disais qu'il y avait d'autres moments, que je pourrais m'en occuper à d'autres moments, qu'il y avait d'autres moments de partage et que pour moi c'était pas important ou primordial d'introduire forcément un biberon ou autre rapidement pour pouvoir moi aussi lui donner à manger ou d'envisager un co-allaitement. Non, c'était pas forcément le sujet, quoi.
Et dans les moments qu'on suit, parce qu'on entend aussi dans les allaitements longs, alors je sais pas si ton ex-conjointe a allaité longtemps ou pas, mais il y a aussi cette dimension où ça crée une relation particulière à la mère, en l'occurrence qui allaite pour vous. Et du coup, est-ce que toi t'as ressenti cet effet aussi de relation ou justement t'avais suffisamment pris ta place à côté pour compenser Non, moi je pense que j'avais suffisamment pris ma place. Il a été allaité à peu près jusqu'à ses 18 mois, donc je pense qu'on peut dire que c'est un allaitement long, surtout en France. Et non, après chaque relation est différente, donc j'ai pas la même relation que mon ex-compagne avec mon fils, mais sinon non, je pense que j'avais suffisamment pris ma place et que je me suis pas posé plus de questions que ça sur la différence de relation. Et du coup, comment t'as vécu l'expérience quand ça a été ton tour? Est-ce que ça a changé ta vision sur l'allaitement peut-être ou alors ça a juste renforcé ce que tu pensais déjà Non, ça a pas changé ma vision de l'allaitement. Après, le deuxième est moins à vouloir toujours téter et tout ça, donc je peux l'avoir sur moi sans qu'il réclame forcément à téter. Donc ça change par rapport au premier. Mais par rapport à ma vision globale de l'allaitement, non, il n'y a pas de changement entre le premier et le deuxième. Maintenant qu'on a vu tout ton parcours pour tes 2 grossesses, donc les 2 suivis, les 2 accouchements, les 2 postpartum et tout ce que ça englobe, avec le recul, alors de 2 mois, hein, pour ton 2e accouchement, mais qu'est-ce que ces 2 situations t'ont appris sur toi-même, sur la maternité et sur la place du coparent? Alors sur la maternité, je dirais que chaque maternité au final est différente parce que chaque enfant est aussi différent et du coup on se réinterroge à chaque fois sur nos façons de faire et etc. Après sur moi-même, je pense que je m'imaginais pas pouvoir vivre une grossesse aussi sereinement, on va dire. OK. Je pense que j'étais plus stressée pour la première que pour la deuxième, sans forcément de lien avec le fait que du coup la deuxième j'ai déjà vécu la première avant quoi. Ouais, je comprends. J'étais plus stressée que ça soit chez quelqu'un d'autre plutôt que ça soit chez moi. Et la place du coparent, pour moi c'est hyper important dans un projet d'enfant. Alors ça pourrait être quelqu'un d'autre que le coparent, mais d'être quand même bien entouré. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée aussi à être super sereine dans ma grossesse et aussi de vivre aussi bien le postpartum. C'est que je sais que je suis entourée de par la maison de naissance et du coup les sages-femmes de la maison de naissance, mais aussi le collectif de la maison de naissance et les ateliers où on retrouve régulièrement les mêmes parents, les mêmes têtes et il y en a qui deviennent des amis et on tisse des liens par ce biais-là et aussi par d'autres biais. Je pense que on a pu pendant cette grossesse tisser des liens forts avec plusieurs personnes et si je devais peut-être en citer 2, j'aurais dit la photographe et la personne qui nous a accompagnés en autonomie. C'est chouette que justement ça puisse soutenir aussi même le postpartum. C'est montrer à quel point le suivi en maison de naissance ne s'arrête pas forcément au jour de l'accouchement ou en tout cas le postpartum vraiment immédiat, mais que ça peut aussi, comme tu dis, générer des amitiés, des connexions, du soutien sur du moyen long terme. Pour terminer, on aime bien poser quelques questions pour aussi aider les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux couples qui s'apprêtent à vivre un accouchement en maison de naissance, que ce soit en tant que parturiente ou en tant que coparent, pour ben les soutenir ou leur donner envie de faire ce choix ou d'aller dans cette voie? Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de s'écouter et de prendre les conseils à droite à gauche et de retenir ce qui nous parle. Et de mettre le reste de côté. C'est ça. C'est dur de faire le tri quand ça c'est quelque chose d'assez viscéral comme un enfant. Et si tu devais choisir, alors je pense que c'est une question très difficile, mais je te la pose quand même. Si tu devais choisir, t'as préféré être dans le rôle de soutien ou dans le rôle de celle qui porte l'enfant et qui accouche? Enfin, c'est hyper complémentaire, donc c'est hyper difficile. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est difficile. Il y a des plus et des moins dans les deux parties. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu peux citer le plus gros plus de l'un et le plus gros plus de On l'autre? ressent beaucoup
encore plus d'émotions quand on le vit de l'intérieur, mais on ressent aussi encore plus de douleur, donc donc il y a des plus et des moins de chaque côté. Yes. On s'est demandé aussi, qu'est-ce que cette double expérience avait changé dans ta vision de la parentalité par rapport à ce que tu pouvais projeter ou imaginer avant ton premier enfant. Maintenant que tu as vécu ces deux expériences, comment aujourd'hui tu vois la parentalité? Bon, après, il y a plein de formes de parentalité, c'est dur vraiment de définir quelque chose. Après, je me dis que au final, dans la première expérience, j'ai trouvé que j'avais pris ma place en tant que parent, au final, autant que mon ex-compagne. Et du coup, c'était important pour moi là d'avoir quelqu'un qui s'implique aussi dans la parentalité. Et au final, je me dis que les gens qui sont parents solo, c'est juste des warriors, quoi, parce que au final, d'être deux, c'est quand même une super force et d'avoir un soutien, même si on peut le trouver ailleurs que chez le coparent, bah c'est hyper important et je pense que ça aide à être serein et bien dans ses baskets, quoi. Oui, comme tu dis, je pense que les parents solo, en effet, c'est des gens qui ont pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que même si on peut trouver en effet de la force et du soutien chez quelqu'un d'autre, comme tu viens de le dire, que le coparent, dans l'intimité ou au dur de la nuit, si il y a, je sais pas, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, un enfant qui peut avoir des difficultés de sommeil ou ce genre de choses, malheureusement, ta pote ou ta sage-femme, elles sont pas forcément là à 3 heures du matin, donc c'est clair que chapeau à tous les parents solos qui nous écoutent. Est-ce que, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, tout à l'heure, on t'a donné un message un peu plus général, tu vois, un conseil un peu général pour s'écouter dans un projet d'accouchement, de naissance, mais maintenant, à l'adresse vraiment des coparents qui ont peur de pas trouver leur place le jour J, vu que toi, c'est quelque chose, a priori, de ce que tu nous as raconté, que tu as réussi à incarner. Et même en suivant, quel conseil tu donnerais à ces personnes qui ont vraiment peur, un peu comme Jim, tu disais, de faire la plante verte dans le coin de la pièce? Bah que au final, le soutien, ça passe pas forcément par l'action déjà, et que juste une présence, ça peut suffire, et que au final, je pense que si on a suivi les préparations à la naissance et que on est raccord au sein du couple sur le projet de naissance et ce qu'on veut pour cet accouchement. Il n'y a pas forcément besoin de parler pour se comprendre et puis en fonction de ce qui se passe, on saura s'adapter et répondre aux besoins de la femme qui accouche, quoi. Oui, pas besoin de mode d'emploi, ça va le faire. Chaque accouchement est différent, donc on pourrait pas trop faire un mode d'emploi, je pense. Non, je comprends. Mais il y a des personnes qui sont quand même rassurées de pouvoir, tu sais, se noter des tips ou se faire des trucs. Donc, c'est intéressant aussi ce point de vue-là. En tout cas, c'est un peu comme ça finalement que Jim, je pense, nous l'avait décrit justement dans toute cette peur dont il nous a parlé à plusieurs reprises, juste de cette potentielle inutilité en fait. Mais qui finalement, comme tu viens de le dire, la présence déjà est assez suffisante et essentielle. En tout cas, maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure de vie et de tout ce que cette double expérience de la maternité, de l'accouchement t'ont apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir, toi qui as eu aussi donc 2 expériences en maison de naissance, à 2 places différentes, ce qu'est une maison de naissance pour toi? Je dirais que ça fait un peu une famille, un espèce de cocon autour d'une grossesse et d'un accouchement. Et ça me l'a refait là pour le dernier rendez-vous qu'on a eu avec les sages-femmes à la maison de naissance. Et je me suis rappelé que ça me l'avait fait du coup pour mon premier. C'est au dernier rendez-vous, le fait de dire au revoir à la sage-femme, je sais pas, ça fait bizarre. On a l'impression, tu sais, qu'on met une fin et qu'on tourne la page, mais qu'au final, on n'aurait pas envie que ça soit fini. Alors après, on peut toujours y retourner pour d'autres choses, mais oui, ça met un point final à l'histoire de la grossesse et de l'accouchement et des rendez-vous postpartum après. Et on le met toujours avec une petite pointe d'émotion, je trouve. Je comprends. Comme à la fin d'une année scolaire quand on dit au revoir à tous les copains. C'est ça. Ouais, c'est quelque chose de très intense et malgré tout, on les voit beaucoup, on vit quelque chose d'unique, donc ça peut se comprendre.
Et maintenant, avant de terminer l'épisode et de conclure, je vais te poser notre éternelle dernière question. Est-ce que tu as une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se préparent à accoucher physiologiquement? Je vais me répéter, mais écoutez-vous. Je croyais que tu allais dire bon courage, ça va être long. Ça aurait pu. Non, mais écoute, si tu penses que c'est la chose la plus pertinente, c'est la meilleure chose que tu puisses répondre. En tout cas, un immense merci d'avoir été notre invité, de t'être rendu disponible aussi pour te prêter au jeu de cette interview. C'était vraiment super intéressant d'entendre cette double expérience vécue dans un même corps, j'allais dire, dans une même personne. C'est assez rare. C'était particulièrement enrichissant d'entendre ton récit et ton témoignage apporte vraiment un éclairage précieux pour nous sur ces deux places qui sont vraiment très complémentaires au moment, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, dès en fait le suivi, dans la présence aux consultations, aux séances de préparation, à l'accouchement et même au postpartum, à tous les niveaux. En tout cas, on espère que ton partage aidera d'autres personnes à mieux appréhender leur propre vécu de cette aventure, quelle que soit leur place, et aussi à peut-être mieux comprendre l'autre dans toutes ses dimensions et dans sa place qui lui est particulière et singulière au moment de cette expérience. On espère aussi que l'épisode vous a plu à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. C'est la meilleure façon pour vous de nous faire connaître et de faire en sorte que les maisons de naissance aussi soient plus reconnues sur tout le territoire français. Marie, à bientôt. Merci pour tout. Passe le bonjour à Jim et à tes deux petits garçons. Et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Au revoir Marie. Au revoir. Au revoir Marie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.